Salam alaikum, bonjour tout le monde. On va commencer le temps. نتسناو الاخرين الا جا شي واحد باش يحضر معنا في le côté pratique, il y a pas de souci. Avant de commencer notre atelier, on aimerait d'abord remercier les organisateurs de la SMT pour cette organisation qui est vraiment à la hauteur. Et également remercier les laboratoires Kermet pour leur présence et pour leur soutien dans l'organisation de l'atelier. Et sans tarder, pour gagner du temps, donc on va passer à notre présentation. On va essayer on va commencer par une séance de brainstorming, d'abord par la plateforme Mentimeter, puis donc quelques notions de base concernant les différences entre CGM et surveillance glycémique capillaire. C'est important, surtout dans le cadre d'éducation des patients, dans le sens de mise en place du CGM. Les types et les indications de CGM. Avant de passer à la partie pratique, en commençant bien évidemment par une séance de TP, préparation du matériel, installation de l'application, mise en place du capteur, et puis téléchargement de la GP. Et puis on va essayer de terminer notre présentation par un guide pratique de prescription qui est adapté à la consultation. Pour le brainstorming, on aura besoin de Mentimeter. Donc je vous demande de taper le site www.menti.com. Ou bien de scanner le code QR. Vous pouvez également scanner ce code QR. Pardon. C'est bon? Tout le monde a pu accéder à la plateforme. On commence. Donc la première question concernant vos diabétiques, le focus en fait sera surtout sur les diabétiques de type 1. Est-ce que vous êtes satisfait de l'équilibre de vos patients diabétiques de type 1? Donc vous allez constater que la grande partie des endocrinos, malheureusement, ne sont pas satisfaits donc de l'équilibre de leurs patients diabétiques de type 1, et on verra donc pourquoi. Tout le monde a fini. Donc deuxième question, à votre avis, quelle est la principale cause de déséquilibre de vos patients diabétiques de type 1? Il y en a plusieurs. Vous pouvez mettre plusieurs causes, mais j'aimerais bien avoir la principale cause du déséquilibre de vos patients diabétiques de type 1. Manque de moyens. Variabilité glycémique, non disciplinée, les hypoglycémies, la malobservance thérapeutique, mauvaise observance, non fixation des glucides, non calcul des glucides, le régime, mauvais respect des mesures hygiéno-diététiques, manque de moyens immatériels, écart de régime, variabilité glycémique, mauvaise observance thérapeutique, le déni, le manque d'éducation thérapeutique, manque de moyens financiers, surveillance glycémie irrégulière, régime. En fait, vous écrivez la cause du déséquilibre, vous envoyez. Donc vous voyez que les réponses sont hétérogènes, mais c'est surtout, comme vous avez dit, côté observance thérapeutique, peut-être, oui. Côté moyen, très très important, surtout en ce qui concerne actuellement la nouvelle technologie. Malheureusement, on est encore en retard par rapport donc à ce qui se passe ailleurs.
en ce qui concerne donc la technologie en termes de diabète de type 1. Donc, on passe à la troisième question. À votre avis, quelle est la proportion de vos diabétiques de type 1 qui ont déjà bénéficié d'une formation en insulinothérapie fonctionnelle? Bien évidemment, il y a des plages de pourcentage, et c'est un pourcentage qui est approximatif, donc 0 à 10%. Donc, vous choisissez une seule réponse et vous validez donc la réponse. Comme ça, on aura donc un classement en fin de réponse. « 0 à 10%, il est toujours au premier rang. Donc, vous voyez que malheureusement, même côté insulinothérapie fonctionnelle, on a encore du boulot à faire, on a encore du travail à faire. Donc, on passe à la quatrième question. Est-ce que vous parlez à vos diabétiques de type 1 des nouvelles technologies, notamment de surveillance continue de glycémie? On n'a que 2 réponses, 3 réponses, toujours, souvent et rarement. Donc, Dieu merci, alhamdoulilah, donc le médecin endocrinologue ou spécialiste donc, parle toujours de la technologie, mais la question suivante, quelle est la proportion approximative de vos patients diabétiques du type 1 qui sont sous CGM? Donc là également, vous choisissez une seule plage de pourcentage et vous validez donc la réponse. Donc, on constate que malheureusement, même si on parle à nos patients diabétiques du type 1 de la technologie, donc le pourcentage sous CGM reste très très faible. Et quels sont les types de CGM que vous utilisez actuellement ou que vous proposez à vos patients? Là également, vous avez le libre choix donc d'écrire donc le type, qu'il soit flash CGM ou real-time CGM. Freestyle libre 2. Freestyle libre 2. Freestyle. CGM. Médavi. Ok, donc le lecteur Médavi, le S9 et effectivement, donc vous voyez que la plupart donc utilisent le freestyle, mais le problème avec le freestyle malheureusement, c'est la disponibilité au niveau du contexte marocain. C'est ça le grand obstacle par rapport à ce capteur. Donc, septième question, quel est l'intérêt de l'utilisation du CGM à votre avis? Vous allez constater que toutes les réponses sont correctes, mais j'aimerais bien avoir un classement par rapport à vos intérêts, qu'est-ce que vous en pensez? Première réponse, je ne sais pas, est-ce que c'est clair sur le smartphone? Première réponse, les alarmes, l'option d'alerte, alarme hypo-hyper. Deuxième proposition, la variabilité glycémique qui est importante chez les patients diabétiques de type 1. Troisième réponse, je crois donc les paramètres de l'HGP, à savoir le GMI, le coefficient de variation, le time in range et les autres. Et puis, est-ce que ça aide bien évidemment à l'éducation thérapeutique? C'est un véritable support d'éducation thérapeutique, on le verra tout à l'heure. Donc, toutes les réponses sont correctes, mais j'aimerais bien avoir un classement. Donc, je crois que la première proposition, c'est réduire la variabilité glycémique, importante. Effectivement, c'est parmi les intérêts majeurs. Également, les alertes en cas d'hypo et d'hyper, c'est très, très, très important chez les patients diabétiques instables. Malheureusement, donc, on souffre d'hypoglycémie, surtout en cas d'atteinte du système neurovégétatif, on a des hypoglycémies non ressenties qui, bien évidemment, peuvent engager le pronostic vital. Donc, c'est une option qui est très, très importante. L'amélioration de la qualité de vie, effectivement, il y a un impact considérable en termes d'amélioration de la qualité de vie. C'est largement étudié. Et puis également les paramètres de l'HGP dont on va parler demain au cours donc de la conférence de demain. Donc on va détailler les paramètres de l'HGP et puis effectivement le support, c'est un véritable support de TP qui est intéressant. Je passe à la 8e question. Pour l'interprétation des données
des CGM, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez le rapport HGP, le profil ambulatoire du glucose? Est-ce que vous utilisez uniquement les données du lecteur ou bien c'est utilisé par le patient comme un outil d'autosurveillance glycémique? Et d'ailleurs, malheureusement, comme le capteur dont on a parlé, le freestyle libre, malheureusement, la grande partie de nos patients diabétiques, de type 1 surtout, l'utilisent comme un outil d'autosurveillance. Donc, données du lecteur. Donc, en fait, on va insister là-dessus. Donc, soit aujourd'hui, soit demain également au cours de la conférence, il faut systématiquement essayer de télécharger cet HGP parce qu'il est d'une aide considérable sur le plan de prise de décision clinique de la part du professionnel de santé. C'est très, très, très important. Alors, la 9e question, quels sont les obstacles et les difficultés que vous avez malheureusement pour l'utilisation des CGM en pratique? Il y en a plusieurs également, mais quelle est la principale difficulté et problème que vous avez lors de la mise en place ou bien l'indication du CGM? Le coût, le prix. Donc, je crois il y aura une seule réponse de la question. Ouais. Donc, malheureusement, effectivement, on a un problème d'accessibilité par rapport aux différents capteurs glycémiques et également un autre souci qu'on a dans notre contexte marocain, c'est la disponibilité. On a un problème de disponibilité. Vous allez constater que la grande partie des capteurs sont malheureusement importés. Donc, on n'a pas de capteurs disponibles sur le terrain marocain. C'est très, très important. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a eu donc le recours à une nouvelle, c'est un nouveau capteur qui a été mis sur le marché marocain, le capteur ICANN de la société Kermed, qui a été mis sur le marché récemment, quelques mois. Donc, il est très intéressant. On l'a utilisé, nous, au niveau du service d'endocrinologie de l'hôpital militaire à Avicenne de Marrakech. Il est très intéressant, donc on verra pourquoi. Le remboursement. Donc, je vous remercie pour votre feedback et on va revenir à notre présentation. Donc, la différence entre CGM et surveillance glycémique, c'est très, très important comme paramètre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va à la fois faire partie de l'éducation thérapeutique du patient. Il faut que le patient diabétique puisse lire de façon objective la glycémie interstitielle. À votre avis, quelle est la majeure différence entre CGM et surveillance glycémique capillaire? Qui a un impact considérable sur le plan clinique et de lecture des données. C'est très, très important. Oui. La durée d'enregistrement, oui, normalement c'est 24 heures, mais c'est pas ça la différence. En fait, sur le plan de valeur. Parfait. Exactement. Il y a une différence de temps entre de temps, oui, effectivement. De taux et de temps, effectivement. Donc il faut, oui, la glycémie interstitielle, effectivement. Il faut savoir, vous savez tous que la glycémie capillaire, c'est au niveau capillaire, mais il faut faire attention, la glycémie le CGM, la mesure de glycémie se fait au niveau interstitiel. C'est très, très important comme paramètre. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme a dit le Dr Abdelrahman, il y aura un décalage de temps entre la glycémie interstitielle et la glycémie capillaire. D'accord? C'est très important. Donc, le glucose est diffuse du capillaire vers le milieu interstitiel. Donc, ça va prendre du temps. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, en cas de stabilité glycémique, il n'y a pas de souci. Si on a une glycémie qui est stable, généralement, les deux valeurs sont proches. Mais le problème, c'est qu'en cas de montée glycémique rapide, et également en cas de baisse rapide d'hypoglycémie, cette différence augmente. Par exemple, en cas d'augmentation de montée glycémique, à un temps T par exemple, T1, il y aura une différence de presque 40 mg par décilitre. D'accord? C'est très important à prendre en considération dans la lecture des données du CGM. Et puis en cas de baisse glycémique, il y aura également, par exemple, si on prend un T2, il y aura une différence de 30 mg par décilitre. D'accord? Pourquoi il y a cette différence? Parce qu'il y a en fait ce décalage de temps dont vous avez parlé, ce décalage de temps de presque 10 à 15 minutes. Pour faire simple, pour vous simplifier la tâche,
on imagine que la glycémie capillaire, c'est le premier wagon du train. Et la glycémie interstitielle, c'est le dernier wagon. Et il y a toujours cet ordre, donc la glycémie capillaire en avant. Lorsque le glucose est stable, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a une montée glycémique, il faut faire attention, cette glycémie interstitielle sera sous-estimée ou surestimée. Sous-estimée, effectivement, par rapport à la glycémie capillaire. Donc, il faut faire attention. Et pire encore, en cas d'hypoglycémie, cette glycémie interstitielle sera surestimée. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, si on corrige une hypoglycémie, le CGM va nous donner une valeur basse. Donc, il faut toujours faire attention. Message à transmettre, mais très, très important. Et pour les médecins et pour les patients également, il faut faire attention en cas de montée rapide ou de baisse rapide de glycémie. Toujours vérifier la glycémie capillaire pour une prise de décision. C'est très important. Une autre manière de voir les choses, par exemple, c'est des cas de la vraie vie. Si on prend un patient, on lui demande de faire un cycle glycémique. D'accord? On aura 5 points, par exemple, de cycle glycémique. Et ce que vous constatez, c'est que ces points-là, ils sont aux objectifs. Ils sont dans la cible. D'accord? Donc, ces 5 points, ils sont dans la cible. Mais on a pris le même patient. On a mis un CGM. Et méfiez-vous, il y a eu des surprises. Le patient a frôlé l'hypoglycémie sévère à 2 reprises et a fait une excursion glycémique au déjeuner qui a dépassé les 2,50 g. C'est très, très important. D'accord? Et il faut savoir que la surveillance glycémique ou bien le cycle glycémique nous permet d'avoir 5 jusqu'à 10 maximum de glycémie capillaire, alors que le CGM nous permet d'avoir 288 glycémies interstitielles par 24 heures. Donc, ça rejoint votre réponse. Et puis, donc, si on les compare, l'autosurveillance glycémique par cycle glycémique ou glycémie capillaire, c'est une procédure qui est statique. C'est une sorte de photo, une prise de photo. Mais par contre, le CGM, il nous permet d'avoir, c'est une procédure qui est dynamique, il nous permet d'avoir donc une sorte de vidéo ou bien de film qui nous donne beaucoup plus d'informations. Donc maintenant, rapidement, on passe aux différents types et indications des CGM pour passer à la partie pratique. Donc, quels sont les CGM? On a déjà posé la question par rapport à ce que vous utilisez, mais quels sont les types de CGM que vous connaissez? Dexcom, freestyle libre. Dexcom, c'est quoi? C'est un CGM en mesure continue. C'est ce qu'on appelle RT-CGM. CGM en temps réel. C'est un real-time CGM. Par contre, le freestyle libre, c'est un flash CGM. D'accord? Le freestyle libre, c'est un flash CGM. Et le Dexcom, c'est un real-time CGM. Et ICANN, c'est un real-time CGM. Real-time CGM, c'est on n'a pas besoin de scanner le capteur. D'accord? Ça se fait via connexion Bluetooth. C'est très, très important. Et on a également une troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le CGM rétrospectif professionnel. D'ailleurs, dans notre service, avant 2020, on travaillait avec le système iPro 2 de Medtronic. Donc, on a également travaillé avec le Guardian Connect. Eversense, malheureusement, il n'est pas disponible au Maroc. C'est un CGM qui est implantable et qui permet une durée d'enregistrement de 6 mois. Et actuellement, l'innovation la plus récente, c'est 1 an. Très, très intéressant, mais c'est implantable. Et puis, le Flash CGM, ou bien ce qu'on appelle ISCGM, scan intermittent. Donc, le fameux, le plus connu, c'est le freestyle libre, 2 et 3. Exactement. Donc, actuellement, même le freestyle libre, on peut le considérer comme un real-time CGM parce qu'on n'a plus besoin de scanner. C'est très important. Alors, donc, l'évolution des CGM au cours de la dernière décennie a connu une explosion en termes d'innovation, d'options. Et il y a une concurrence qui est accrue dans ce sens. Et l'objectif du développement, c'est surtout en termes de précision, on prend en considération ce MARD, la différence relative absolue moyenne. C'est un paramètre qui reflète en fait la précision du CGM, très très important. Et l'FDA exige un MARD inférieur à 10%. D'ailleurs, tous les capteurs actuellement essaient donc de répondre à ce critère. Et vous voyez donc cette marge de 10%. Donc les nouveaux capteurs valident ce critère. Donc, pour notre capteur qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le Mars, je crois, 8,7%. 8,7%. Très bien. Donc, juste une mise à jour. Non, c'est en pourcentage, en fait. C'est en pourcentage. Le Mars, c'est en pourcentage. Il suffit donc d'avoir un MARD inférieur à 10%.
C'est un paramètre de validation par la FDA. Et puis, donc, oui. Donc, il y a eu une mise à jour récemment par rapport, en ce mois de juillet 2024, par rapport donc, aux différents capteurs qui sont disponibles. Il y a presque une quarantaine donc, disponibles et une centaine qui sont en cours de développement. Donc, par rapport aux paramètres de comparaison les plus importants, il y a ce temps, je crois que c'est pas trop clair, le temps d'enregistrement. C'est parmi les critères les plus importants de comparaison des CGM. Le temps d'enregistrement du système freestyle libre, c'est... Non, le temps d'enregistrement, c'est-à-dire la durée de vie du capteur. 14 jours. Le Dexcom, 7 jours, jusqu'à 10 jours. Le Guardian, non, 7 jours. D'accord. L'Eversense, on en a parlé, 6 mois. Actuellement, il y a le 369, 1 an. D'accord, mais c'est implantable. D'accord, c'est implantable. Et puis, donc, actuellement, il y a une concurrence qui est accrue dans le sens de développement et de prolongation de cette durée d'enregistrement. Le capteur qu'on va utiliser aujourd'hui, il a une durée de vie de 15 jours. D'accord? Et puis, le MARD, on en a parlé. La calibration, un paramètre très, très important de comparaison également. Donc, la calibration, ce que c'est la prise de glycémie capillaire pour valider la glycémie interstitielle. Il y a des capteurs qui ont besoin de 2 calibrations par jour. Il y a des capteurs qui ont besoin d'une seule calibration par jour, notamment par exemple le Dexcom G7 actuellement. On a besoin d'une seule calibration le premier jour, c'est tout. Et puis donc le Guardian également, il a besoin de calibration. Le Freestyle, en fait, il n'a pas besoin de calibration, mais avant on avait besoin de scanner. Et puis donc notre capteur d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de calibration. D'accord? On n'a pas besoin de calibration. Puis donc, le système d'alarme également, un critère très, très, très important. Le système d'alarme, actuellement, vous allez voir, donc yes, tous les capteurs actuellement sont dotés de cette option. Très important, surtout en cas d'hypoglycémie, par exemple, non ressentie. Ça aide les gens donc à guetter cette hypoglycémie. Et puis donc, ICANN, il est là, mais malheureusement, c'est pas trop visible. Donc, on en a parlé, durée d'enregistrement 15 jours, le MARD 8.7, le doté d'alarme, pas de calibration. Donc c'est tout. Et par rapport au site d'insertion, ce qui est recommandé, c'est l'abdomen. D'accord? 2 heures. Un paramètre qui est également très très important, c'est ce qu'on appelle le temps de préchauffage. Le temps de préchauffage, c'est-à-dire le temps où donc le capteur dont le capteur aura besoin pour être donc opérationnel. Normalement, pour le freestyle, c'est 60 minutes. Pour le Guardian, c'est 2 heures. Pour le Dexcom, avant, c'était 2 heures, mais actuellement, avec le Dexcom G7, 30 minutes. C'est la durée la plus réduite. D'accord? Et pour notre capteur, c'est 2 heures. D'accord? Oui? Pour le freestyle libre, ils disent, leur site, ils disent qu'on peut, les premières 24 heures... Effectivement, donc c'est tout... Justement, c'est une règle pour tous les capteurs. Au cours des premières 24 heures, il faut faire attention. C'est un temps qui est nécessaire pour le capteur pour s'adapter avec la glycémie sanguine. Donc, au cours des 24 heures, des 24 premières heures, d'ailleurs, ça fait partie de l'éducation thérapeutique. Il faut dire aux patients qu'il faut se méfier donc de la glycémie interstitielle et ne pas prendre surtout de décision en cas d'hypo ou d'hyper. D'accord? C'est très important. Deuxièmement, pour les freestyle libres, on a une série de malades qui trouvent des hypoglycémies. En rouge, c'est des glycémies à 0,50, 0,60. Quand ils font la glycémie au doigt, elle est normale. Il y a un 0,40. Justement, donc, c'est ce qu'on a dit sur la plaque du décalage. Il faut faire attention. Parfois, les patients se resucrent, mais leur glycémie capillaire est en train d'augmenter. Mais la glycémie interstitielle leur donne encore une hypoglycémie. Donc, ils ont un resucrage qui est excessif. Et d'ailleurs, ce sera visible sur les rapports HGP et les profils quotidiens dont on va parler demain. C'est très, très important dans l'éducation thérapeutique. Alors, des fois, si le malade dort sur le côté, qu'il appuie sur le capteur, ça fait baisser la glycémie. Oui, effectivement, il y a beaucoup de variabilité malheureusement, même par rapport à la chaleur, à la température, il y a beaucoup de paramètres, mais donc, comme on dit, on fait avec, donc
donc on essaie d'utiliser ce qu'on a en attendant d'avoir donc d'ailleurs donc la technologie elle est en pleine évolution. À chaque fois donc on a du nouveau, chaque mois presque il y a du nouveau. Donc on va attendre et surtout dans le sens de précision, d'accord, pour minimiser ce décalage. À votre avis, quelles sont les indications du CGM? Les diabètes instables, type 1, type 2. Type 1, oui. Oui, les excursions glycémiques, ça fait partie de l'instabilité. Comment? Les hypoglycémies sévères, non ressenties, fréquentes, c'est très important. D'accord? Oui? Le diabète gestationnel, effectivement, surtout sous insulinothérapie. Tous les diabétiques de type 1. Oui? Plus les diabétiques de type 2. Avec des comorbidités. Donc, c'est presque tout le monde, tous les diabétiques. En fait, effectivement, actuellement, il y a un élargissement du spectre d'indication du CGM, vu leur impact à la fois sur le plan métabolique, mais également sur la qualité de vie. C'est très, très important. Donc, vous voyez, donc, fortement recommandé chez tous les patients diabétiques, qu'ils soient type 1 ou type 2, sous insulinothérapie intensive, en cas d'hypo fréquente, sévère, nocturne, non ressentie, c'est très important. Les diabétiques de type 1, enfants et adolescents, les femmes enceintes sous insulinothérapie, qu'ils soient diabétiques de type 1 ou type 2, ou diabète gestationnel, et également les diabétiques de type 2, sous des schémas d'insuline moins intensifs, par exemple le bedtime. Donc, vous voyez que le spectre s'élargit, mais il faut toujours se référer à notre contexte marocain. Donc, la priorité pour nous, c'est surtout les diabétiques de type 1 instables. D'accord? Donc, côté pratique, première chose à faire avant de mettre en place un capteur, c'est éduquer le patient. C'est très, très important. Cette étape d'éducation thérapeutique, c'est elle qui va permettre l'adhérence du patient à ce capteur et également une optimisation de l'utilisation de ce capteur. Donc, le TP, il doit être fait dans les règles de l'art. Commencez d'abord par l'éducation. Le TP, on la commence par un diagnostic éducatif. Très, très important. Le diagnostic éducatif, ça va permettre de voir les besoins du patient déjà, d'accord? Les compétences du patient. Par exemple, on a parlé avec Dr Abdelrahman, par exemple, un patient qui ne sait pas manipuler un smartphone ou bien une application, c'est difficile de lui indiquer un CGM et de le mettre. D'accord? C'est très important. Également, les hypoglycémies non ressenties. Et après, il faut se fixer des objectifs en concertation avec le patient. D'accord? 1 à 2 objectifs en concertation avec le patient en termes de, surtout la première chose avec laquelle il faut commencer, c'est surtout la réduction d'hypoglycémie. Très important. Et puis, donc, on peut utiliser donc des supports éducatifs, des vidéos démonstratives. Et d'ailleurs, je crois que la société KLMed a mis en place tout un pôle d'éducation thérapeutique pour aider les praticiens dans ce sens. Et puis, donc, ceci, on doit le faire au cours de la première consultation. C'est ce qu'on appelle le TP initial. Et puis, donc, il y aura une deuxième consultation au bout de 15 jours jusqu'à 1 mois. C'est ce qu'on appelle la période d'essai, très, très importante. Il faut revoir le patient après 15 jours et 1 mois, déjà pour voir la satisfaction du patient par rapport au capteur, son adhérence, la qualité de vie, est-ce qu'il y avait un impact sur le plan clinique et biologique, c'est très, très important. Et puis également, le rapport HGP, on va en parler demain, c'est après 15 jours. Et l'avantage majeur de ce capteur, c'est qu'il nous donne automatiquement le rapport HGP. Après la fin d'enregistrement, on a accès au rapport HGP, contrairement aux autres capteurs, on a besoin de créer un compte dans une autre plateforme qui n'est pas toujours accessible à tout le monde. D'accord, c'est très important. Justement, le LibreView n'est pas accessible à tout le monde. On a des soucis dans la création de comptes de LibreView pour les patients. D'accord? L'expérience des comme FS, est-ce que vous avez? D'accord, vous avez un compte. Mais le problème avec les patients, surtout les patients. Ce capteur, après la fin d'enregistrement sur l'application, vous avez accès à la GP, automatiquement. Donc, après cette étape d'éducation thérapeutique, il faut préparer le matériel. Le matériel, nous, au niveau du service, on travaille avec le Guardian. Et vous voyez toujours, il y a toujours cette composante, 3 composantes, le transmetteur, le capteur, le récepteur et l'inserteur. Donc, c'est les 4 composantes d'un CGM. L'avantage le problème qu'on a avec le Guardian, déjà la mise en place, il y a plusieurs étapes à respecter. L'accessibilité à l'application, malheureusement.
Il n'est pas accessible à tout le monde sur tous les smartphones. Et également, donc, surtout la mise en place. Parce qu'en fait, il faut penser au patient. Le patient, au bout de 15 jours, 1 mois, il doit être autonome en termes de mise en place du capteur. Le capteur. Il doit être autonome. Par rapport au côté pratique, il faut qu'il soit simple. Par rapport au freestyle, plus ou moins facile en termes de mise en place. Et exactement, parmi les caractéristiques du freestyle, c'est que le capteur et le transmetteur sont intégrés dans la même pièce, contrairement au Medtronic. Comment? Exactement. Par exemple, il y a le transmetteur Buhdo, le capteur Buhdo, le récepteur, c'est l'application au niveau du smartphone, et l'inserteur. Et si donc on a le récepteur il peut être soit un lecteur, soit un smartphone. Le capteur et le transmetteur dans la même pièce. On a utilisé également le S9 et le TouchCare Nano du Medtron. Et pour iCan, c'est la même chose donc en termes de cette association de capteurs et transmetteurs. Ils sont intégrés dans la même pièce. Et ça facilite la tâche en termes de mise en place. C'est très important. Mais le 3, il y a tout dans le même... Le 3 est même Simplera 2 Medtronic. Actuellement, il a été développé récemment, donc même pièce. Donc d'ailleurs, donc c'est comme on a dit, la concurrence a permis donc de perfectionner les capteurs glycémiques. Donc le récepteur sous forme de smartphone avec une application iCan Health qui est accessible sur tous les smartphones dans notre contexte marocain, et puis l'inserteur. Donc l'installation de l'application, elle est très simple, d'accord? Elle est très simple. Normalement, elle est disponible sur l'App Store ou bien le Play Store, soit iCan CGM, soit iCan Health. D'accord? Il suffit de créer un compte. Donc, première chose à faire, choisir la langue. La langue arabe, je crois qu'il a été ajouté récemment. Il y a toujours une mise à jour donc, par rapport à l'application. Donc, on vient d'ajouter la langue arabe. Et c'est très, très important dans notre contexte. D'accord? La langue arabe, elle est très importante pour nos patients. Et puis, donc, quand on choisit la langue, donc, il y a toute une série de conseils et de recommandations, à la fois pour le praticien, mais également pour le patient. C'est une sorte d'éducation thérapeutique. Donc, concernant donc la glycémie capillaire, la glycémie interstitielle, les différences, il y a une vidéo démonstrative par rapport à la mise en place, toutes les étapes qu'il faut respecter pour la mise en place, des conseils par rapport donc au réglage des alarmes hypo et hyper, les plages cibles. Donc, tout ça, c'est entre le médecin et le patient, d'accord? En ce qui concerne les plages cibles, c'est le médecin qui doit donc les régler à la première consultation. Et entre parenthèses, il faut faire attention avec les systèmes d'alarme. À la première consultation, il faut pas mettre trop d'alarme. Quand on dit trop d'alarme, tue l'alarme. Quand on a trop d'alarme, ça impacte la qualité de vie du patient. D'accord? Donc, il faut mettre surtout les alarmes d'hypoglycémie. Au début, la première consultation, la période d'essai, il faut surtout mettre des alarmes concernant l'hypo. D'accord? C'est en fonction, en fait, les seuils, on va le voir dans les recommandations, ça doit être personnalisé. C'est en fonction du profil de patient. D'accord? Pour la femme enceinte, ce qu'on exige, c'est 0,63 à 140. Pour le sujet adulte qui n'a pas de comorbidité, 0,7, 100, 180. Pour le patient, par exemple, qui a des comorbidités, par exemple, fragiles, il faut faire attention avec le risque d'hypoglycémie. Donc, ça doit se faire dans le cadre d'une personnalisation thérapeutique. C'est très important. On le verra donc demain. Et puis, donc, il faut faire attention à la connexion Bluetooth et la localisation en connexion doit toujours être active. D'accord? Donc, une étape également à faire, c'est très facile, c'est la création de compte. On l'a fait tout à l'heure avec M. Abdelrahman. Dr Abdelrahman, donc, est un volontaire. Je le remercie pour sa présence et son soutien. Donc, il va nous aider dans la mise en place. Et puis, donc, après avoir installé ceci, on l'a déjà fait pour le Dr Abdelrahman, pour gagner du temps. D'accord? Donc, après la création de compte, vous aurez cette page, donc, et la première option, est-ce que vous voulez mettre un nouveau capteur? D'accord, c'est très important. Donc, on va passer, je crois, à la partie pratique pour gagner du temps. Une fois on commence, donc, je reviens aux étapes pour les gens qui n'ont pas vu donc, la mise en place. Donc, l'appairage, vérifier le numéro de série, est-ce qu'il est concordant? Scanner donc, le code QR, puis, donc, bien sûr, désinfecter les mains.
désinfecter donc la zone d'insertion. Puis donc après désinfection, enlever le couvercle de l'inserteur et puis donc appliquer. Vous voyez donc cette étape elle est très importante. Appliquer l'inserteur sur le fond du capteur. Il faut aligner ces deux curseurs bleus, très important. Et appuyer sur les bords de l'inserteur jusqu'à entendre un clic. D'accord, très important. Donc il faut aligner les deux points. Et puis il faut déverrouiller l'inserteur. Il faut faire attention, il ne faut jamais toucher ce bouton blanc. Il ne faut pas le toucher parce que ça va servir à l'insertion. Donc dans Touch. Puis donc on enlève. Il n'y a plus de temps. Donc pour l'inserteur, vous voyez, quand on a enlevé l'inserteur, le fond il est vide. En fait, le capteur est collé à l'inserteur. Et faites attention avec cet adhésif, il ne faut pas le toucher. Puis donc on insère en appuyant sur le bouton blanc. Après insertion, il faut attendre quelques secondes. D'accord? Puis donc on appuie sur le capteur et une légère pression sur les bords du capteur. Puis donc cette étape de transmission entre le smartphone, l'application et le transmetteur. Et puis donc le préchauffage, surtout l'étape, ça très bien. Donc le préchauffage, on attend 2 heures. Donc à la fin de l'enregistrement, après 15 jours, on enlève donc le capteur, c'est très facile, donc d'un seul coup. Et puis on aura cette interface. Oui. Oui. Comme vous pouvez constater, lorsqu'on enlève, aucune trace, comme si jamais nous n'avons mis un capteur. C'est très important. Aucune trace. Donc la peau reste elle-même. Très bien. Donc je crois donc qu'on a terminé la partie pratique. Pour le téléchargement de l'HGP, comme on a dit, ici c'est un exemple d'HGP qui est validé par l'ADA. D'accord? Le profil ambulatoire de glucose. Profil ambulatoire de glucose, c'est un rapport d'interprétation des données de CGM. On le verra en détail demain au cours de la conférence. D'accord? On va en parler en détail. Effectivement, il y a une application en cours de développement actuellement qu'on appelle iCanReach. Donc, il n'est pas encore accessible au Maroc pour le partage avec les professionnels de santé. Donc, vous voyez le rapport de l'ADA, le rapport d'ICANN, il correspond exactement à celui de l'ADA. Donc, il valide les recommandations. Donc, on va en parler demain. Et puis, je termine rapidement par un petit guide de prescription. Donc, première consultation, c'est l'endocrinologue qui s'en occupe. Prescription à court terme de 15 jours ou 1 mois. C'est une période d'essai, d'accord? Avec une ETP initiale. Puis, une consultation d'évaluation après 15 jours. Là, on va faire une prescription à long terme pour 3 à 6 mois. Et c'est toujours l'endocrino qui doit le faire. Et puis, donc, toujours l'ETP de soutien. Et enfin, donc, le renouvellement doit être également fait par l'endocrinologue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut pousser donc, et optimiser l'usage du CGM et du capteur dans le sens de télécharger le rapport HGP et lecture des données du CGM qu'on verra demain. Et puis, donc, comme a dit Benjamin Franklin, tu me dis, j'oblige, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Donc, passez à l'action et mettez les mains à la pâte. Et le capteur s'appelle ICANN. Moi, je vous dis, yes, you can. Bon courage.